levels of inaction. Nous avons donc estimé que le Covid-19 pouvait être qualifié de pandémie. Can be characterized as a pandemic. Lorsqu'une pandémie frappe la planète comme c'est le cas en 2020, elle fait apparaître avec elle son lot de problèmes qui secouent le monde de la science. Il faut développer la connaissance scientifique d'un virus nouveau pour mieux le soigner, le tout pressé par une situation d'urgence qui entraîne certaines attentes. Face à ce genre d'événement, se pose en particulier la question du progrès scientifique, dont on attend qu'il évolue assez vite pour répondre à l'urgence, notamment dans la recherche concernant les traitements et le vaccin. Mais le progrès scientifique, il faut bien quelque chose pour le stimuler, pour assurer sa direction et éviter les régressions et autres obstacles à la science. C'est là qu'intervient le débat sur la méthode. Dans les sciences contemporaines, la méthode occupe une place centrale. Pour s'en rendre compte, il suffit de se pencher sur la définition qu'on donne aujourd'hui au concept de science. Une science, ou la science, c'est un ensemble de connaissances d'une valeur universelle, caractérisée par un objet et une méthode déterminée et fondée sur des relations objectives vérifiables. Selon cette définition, on comprend qu'une connaissance qui a été acquise sans méthode ne peut pas être considérée comme une connaissance scientifique et qu'une discipline qui ne se base pas sur une méthode bien déterminée ne peut pas prendre le nom de science. Ce que l'on appelle aujourd'hui la méthode scientifique, c'est en général la méthode hypothético-déductive, c'est-à-dire la méthode scientifique qui consiste à émettre une hypothèse, puis à déduire de cette hypothèse certaines prédictions que l'on soumet ensuite à un test, soit par l'observation, soit par une expérience scientifique, et enfin à accepter ou réfuter l'hypothèse en fonction des résultats du test. C'est aujourd'hui la méthode la plus célèbre dans le monde scientifique, et nous aurons évidemment l'occasion de reparler d'elle par la suite. Mais limiter la méthode scientifique à la seule méthode hypothético-déductive, c'est oublier que l'étude des pratiques des chercheurs révèle une grande diversité de démarches et de méthodes scientifiques. Néanmoins, la volonté de trouver une méthode unique qui assure le progrès de la science et la solidité des théories a toujours animé l'épistémologie et la philosophie de la science. C'est justement ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Mais commençons avec ce qui n'est pas vraiment un commencement à proprement parler, mais qui nous permet de remonter assez loin pour commencer notre réflexion philosophique et historique sur le problème de la méthode scientifique. Remontons donc au IVe siècle avant Jésus-Christ pour parler du philosophe grec Aristote, qui dès l'Antiquité évoquait la nécessité d'une méthode pour accéder à la connaissance scientifique. La méthode d'Aristote, présentée dans les Seconds Analytiques, consiste à procéder par induction, puis par déduction. En effet, on trouve d'abord les premiers principes de la connaissance scientifique par induction, c'est-à-dire en remontant des faits particuliers à la loi universelle. Ensuite, on part de ces premiers principes pour en déduire d'autres connaissances par le moyen du syllogisme, et c'est ainsi que la connaissance scientifique progresse. L'exemple de syllogisme le plus connu part ainsi de deux principes trouvés par induction, à savoir tous les hommes sont mortels et Socrate est un homme, et on déduit de la confrontation de ces deux principes une conclusion, à savoir que Socrate est mortel. L'idée de la démonstration ne fait pas vraiment débat, en effet c'est une méthode qui permet de faire progresser la connaissance scientifique et qui ne laisse pas de place à l'erreur si elle est bien exécutée. Sauf que le problème, c'est que pour démontrer, il faut se baser sur des principes, et que ces principes ne peuvent pas eux-mêmes être démontrés, sinon il y a une régression à l'infini. Alors, je l'ai évoqué, Aristote explique que la méthode pour trouver les premiers principes est celle de l'induction. Sauf que l'induction, dans les faits, ça ne marche pas. Si je vois 99 hommes aux yeux bleus, rien ne me permet de dire que tous les hommes ont les yeux bleus, car le 100e homme que je verrai peut avoir les yeux d'une autre couleur. Tout au mieux, l'induction dit une probabilité, mais elle ne peut pas en tant que telle suffire à trouver des lois scientifiques qui fassent office de principes universels et définitifs. Sauf que tout cela, Aristote le sait, et c'est là que nous allons voir qu'une vision de la méthode scientifique est toujours liée à une vision de la science et de l'homme. En fait, si l'induction est sauvée chez Aristote, c'est parce que selon lui, l'homme a en lui une capacité particulière, appelée raison intuitive, qui lui permet, face à l'accumulation de faits particuliers, d'avoir une intuition de l'universel. En d'autres termes, en voyant tout le temps des hommes mourir, j'ai l'intuition que tous les hommes sont mortels, et cette intuition, puisqu'elle touche à l'essence de l'homme, elle est universelle et nécessaire, c'est-à-dire définitive. Seulement, on l'aura compris, dès lors qu'on estime que l'homme n'a pas en lui cette raison intuitive que présuppose Aristote, alors la méthode par induction ne devient plus valable. D'ailleurs, de nombreux principes de la physique d'Aristote obtenus par induction seront réfutés plus tard dans l'histoire des sciences, nous aurons l'occasion d'en reparler. Après Aristote, le débat sur la méthode scientifique est longtemps resté dépendant d'une question centrale en science, celle de savoir s'il existe une vérité absolue, atteignable ou non. Cette question est très importante car s'il existe une vérité absolue, donc définitive, et que nous avons la possibilité de la connaître, alors il est possible d'en faire le principe de la connaissance et donc de sauver la vision démonstrative de la méthode scientifique, selon laquelle, à partir d'une vérité définitive, j'en déduis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à connaître tout ce que je suis en mesure de connaître.
Cette vision est toujours dominante en 1637, année où le philosophe français René Descartes publie son Discours de la méthode, un ouvrage qui fait date et qui propose lui aussi une vision de la méthode scientifique. Comme nous l'avons évoqué, Descartes a en commun avec Aristote l'idée qu'il y a une vérité absolue accessible et que l'on peut connaître l'essence des choses. Et donc s'il y a une vérité absolue que l'on peut connaître, ça veut dire que la méthode scientifique peut se fonder sur des principes définitifs. Sauf que Descartes représente une rupture fondamentale par rapport à Aristote, puisqu'il estime que si intuition il y a, c'est une intuition intellectuelle et qu'elle n'a rien à voir avec le monde des faits observables et l'induction. La méthode de Descartes est donc dans un premier temps une méthode qui doit nous permettre d'arriver à ce point où l'intuition peut opérer, et pour cela il faut appliquer deux principes, le doute radical qui permet de se défaire de toutes nos anciennes opinions afin de permettre à l'esprit d'apercevoir les vérités évidentes par intuition, et l'analyse qui consiste à décomposer le réel en apparences complexes, en éléments simples, qui sont donc accessibles à l'intuition puisqu'en tant que choses simples, ils n'ont rien d'autre en eux que leur essence. Là où il y a rupture avec Aristote, c'est que cette méthode analytique doit permettre d'écarter dans l'objet tout ce qui ne fait pas partie de son essence pour ne garder qu'elle. Contrairement à l'induction d'Aristote, l'intuition cartésienne est métaphysique, elle ne peut plus opérer en observant le sensible, elle doit pour opérer se détacher complètement du sensible par le moyen de la méthode. Par exemple, Descartes va chercher à montrer ce qui est indispensable dans les objets matériels et va considérer plusieurs candidats. Ce n'est pas la couleur, car il existe des objets sans couleur, par exemple les objets transparents. Ce n'est pas non plus la dureté, car la poudre ou l'air, par exemple, ne sont pas durs. Et ainsi de suite, Descartes démontre que la chaleur, la pesanteur et toutes ces autres choses ne sont que des qualités secondes ou accidentelles, et que la seule qualité qui fait l'essence de l'objet matériel, c'est son étendue en longueur, largeur et profondeur. Tout le reste, ce sont des qualités sensibles desquelles l'esprit doit se détacher par la méthode analytique pour pouvoir, une fois que c'est fait, saisir par intuition l'essence. Ce premier temps de la méthode permet d'apercevoir les vérités simples et absolues qui vont devenir les principes de la connaissance. Ensuite, le deuxième versant de la méthode cartésienne rejoint plus ou moins la méthode d'Aristote, puisqu'il s'agit de reconstruire la connaissance scientifique par synthèse et déduction, en partant des principes trouvés par analyse et intuition, pour en déduire d'autres vérités et aller petit à petit jusqu'à la connaissance des vérités scientifiques les plus complexes. L'avantage de la méthode de Descartes, comme de celle d'Aristote, c'est qu'en s'appuyant sur des principes que l'on considère comme certains, alors il suffit de bien appliquer la démonstration, et on est sûr de ne connaître aucune régression ni aucune erreur dans le progrès scientifique. Mais comme nous l'avons vu, ces deux méthodes sont dépendantes d'un point de vue philosophique sur la vérité et sur l'homme, avec deux présupposés principaux, le premier étant qu'il y a une vérité absolue qui ne dépend pas de la façon dont nous percevons le monde, une vérité qui se cache derrière le phénomène tel qu'il nous apparaît, et le deuxième, que l'homme possède un esprit ou une raison qui lui permettent d'accéder à cette vérité par intuition, à condition qu'il applique rigoureusement la méthode. Or, c'est justement ce deuxième présupposé qui va être bousculé par une révolution philosophique et épistémologique sans précédent, celle d'Emmanuel Kant et de sa Critique de la raison pure, publiée en 1781. Pour bien comprendre la rupture particulièrement complexe présentée dans cet ouvrage, il faut d'abord expliquer un peu le contexte. Kant arrive après la fin de 2 siècles de révolution scientifique sans précédent, ce que l'on appelle la révolution copernicienne, qui commence avec le travail de Copernic, qui au XVIe siècle propose un modèle de l'univers où le Soleil est au centre et les planètes lui tournent autour, et qui s'achève avec Newton et Bradley au XVIIIe siècle, qui ont respectivement modélisé mathématiquement et prouvé par l'expérimentation la rotation de la Terre autour du Soleil. En plus d'être un bouleversement de la représentation du monde et de l'univers, la révolution copernicienne n'a pu advenir que parce que des scientifiques se sont détachés de la méthode inductive aristotélicienne et ont réinventé la méthode. Pour bien comprendre, prenons l'exemple de Galilée, l'une des figures de proue de cette révolution copernicienne est sa réfutation de la loi de la chute des corps d'Aristote. Aristote avait établi comme loi scientifique la théorie selon laquelle plus un corps est massif, plus il tombe vite. On comprend assez aisément comment Aristote a pu conclure cette loi de l'observation de la nature. Si je laisse tomber une pierre du haut d'une tour, elle atteindra le sol plus vite qu'une plume. Sauf que Galilée a l'idée que cette loi n'est pas vraie, une idée qu'il va appuyer par une expérience de pensée remarquablement bien résumée dans cette vidéo d'Étienne Klein. Supposons qu'on prenne un corps lourd, par exemple cette boule, et un corps plus léger, par exemple cette boîte d'allumettes. Galilée imagine qu'on relie le premier objet au second par une ficelle. Donc on fabrique un système qui est plus lourd que la boule lorsqu'elle est toute seule. Donc d'après la loi que j'ai supposée vraie, ce système étant plus lourd que la boule, va tomber plus vite qu'elle. Mais en même temps, pendant la chute, la boîte d'allumettes qui est plus légère va tendre la corde parce qu'elle tombe moins vite, elle va donc faire parachute pour la boule, de sorte que l'ensemble formé par ces deux objets va tomber moins vite que la boule toute seule. Conclusion, la même loi d'Aristote dit que ce système va tomber plus vite et moins vite que la boule lorsqu'elle est toute seule. Il y a une contradiction
que Galilée résout en disant qu'en fait, tous les objets tombent à la même vitesse dans le vide. La loi d'Aristote est donc contradictoire et Galilée a une idée d'explication pour sortir de cette contradiction. C'est la résistance de l'air qui intervient dans la chute des corps et dans ce cas, c'est la forme des objets qui a une influence sur leur vitesse de chute et non pas leur masse comme le disait Aristote. Mais Galilée le sait, il ne peut pas se contenter d'une expérience de pensée et il va donc essayer de prouver sa théorie par l'expérience. Pour ce faire, il va utiliser un plan incliné et va y faire rouler deux boules de même taille mais de poids différents, une en liège et une en plomb. Il constate alors que le résultat de son expérience est que les deux boules tombent en même temps. Ainsi, Galilée peut réfuter la loi de la chute des corps d'Aristote par l'expérience et conclure que la vitesse d'un objet ne dépend pas de sa masse. Galilée proposera d'ailleurs sa propre loi de la chute des corps, qui devra attendre Aristote pour être prouvée, mais nous n'avons pas besoin d'aller plus loin dans le détail. Déjà, les travaux de Galilée sur la chute des corps font apparaître un fait important, certaines lois scientifiques ne peuvent pas être trouvées en s'en tenant à l'observation passive de la nature. Au contraire, il faut même parfois se détacher de ce que la nature nous montre spontanément pour trouver les lois scientifiques. Mais ça, d'une certaine manière, Descartes en avait déjà tiré les conséquences dans son discours de la méthode lorsqu'il rejetait l'induction et affirmait que nos sens nous induisent souvent en erreur. Mais Kant va encore plus loin dans la proposition de transposition philosophique de la révolution copernicienne. Ce que note Kant, c'est que non seulement Galilée n'a pas fondé sa méthode sur la simple observation des phénomènes naturels, mais qu'au contraire, c'est à partir des questions formulées par son esprit a priori, c'est-à-dire avant la confrontation avec l'expérience, qu'il a cherché à comprendre les lois de la nature. En effet, si Galilée a eu l'idée de faire rouler des boules de même taille mais de poids différents sur un plan incliné, c'est parce qu'il s'était posé des questions sur la loi d'Aristote et avait fait une expérience de pensée qui l'avait amené à une vérification. En d'autres termes, Galilée est allé au-devant de la nature armé de connaissances a priori qui l'ont conduit à créer une expérience scientifique dont les conditions étaient déterminées selon sa volonté. Galilée a questionné la nature conformément aux exigences de sa raison. Ce sont ces connaissances a priori, c'est-à-dire ces connaissances qui ne dépendent pas de l'expérience, qui intéressent Kant. En fait, ce qu'il va expliquer, c'est que notre esprit, notre entendement a une certaine forme et que les choses que nous voyons ne sont pas les choses telles qu'elles sont réellement, mais les choses passées par le filtre de la forme de notre entendement. Cette forme de notre esprit, c'est ce que Kant appelle les catégories a priori de l'entendement. Pour bien comprendre, on peut prendre l'exemple de lunettes de soleil. Elles nous permettent de voir la réalité sans être éblouis, mais en même temps, elles déforment cette réalité en rendant par exemple les couleurs plus sombres. Les catégories de notre entendement, c'est à la fois ce qui permet de voir les phénomènes, mais en même temps ce qui fait qu'on ne peut pas voir la vérité absolue des choses, on ne peut connaître les choses que relativement à nous et à la forme de notre esprit. Mais attention, Kant ne fait pas dans le relativisme, puisque ces catégories a priori, elles sont universelles et nécessaires, c'est-à-dire que ce sont les mêmes pour tout le monde et qu'elles ne changent pas. Et ces catégories a priori de l'entendement peuvent ensuite, au moyen de ce que Kant appelle une schématisation, devenir de véritables connaissances a priori, c'est-à-dire des principes de la connaissance scientifique. Par exemple, la catégorie de causalité, qui fait partie des catégories a priori de l'entendement selon Kant, si elle est schématisée, va donner le principe « tout phénomène a une cause ». Et là, on a une connaissance a priori, qui est universelle et nécessaire puisqu'elle découle des catégories, et qui est un principe armé duquel on peut aller interroger la nature. On le sait, le problème de l'induction nous a permis de voir que les connaissances acquises par l'observation ne sont pas universelles et nécessaires. C'est donc ce qui permet à Kant de dire que pour qu'il y ait connaissance scientifique, il faut forcément qu'il y ait une part de connaissance a priori. Ce n'est plus l'esprit qui, par un pouvoir d'intuition, va saisir l'objet dans sa vérité absolue, comme chez Descartes ou Aristote, mais plutôt la chose qui vient se mouler sur nos connaissances a priori, devenant donc un objet scientifique. Ce retournement, c'est en observant les travaux de Galilée que Kant en a eu l'idée. Mais Galilée ne s'est pas arrêté à ses connaissances a priori, il a cherché à prouver sa nouvelle théorie de la chute des corps au moyen de l'expérience des boules sur un plan incliné. C'est là un autre point sur lequel Kant tranche avec Descartes. Pour Kant, il ne peut y avoir connaissance que si à notre connaissance a priori vient s'ajouter un phénomène, un objet qui lui correspond. C'est ce qui fait dire par exemple à Kant, contrairement à ce qu'avançait Descartes, que l'on ne peut pas connaître l'existence de Dieu, car Dieu n'est pas un phénomène ou un objet que l'on peut rencontrer dans le monde de l'expérience. Si Galilée en était resté à ses connaissances a priori, c'est-à-dire dans le cas de l'exemple de la chute des corps à son expérience de pensée, il n'y aurait pas eu de connaissance complète. Il fallait une preuve par l'expérience. En résumé, un concept auquel rien ne correspond dans l'expérience ne peut être une connaissance et vice-versa. Ce que Kant apporte par rapport aux philosophes qui lui ont précédé, c'est de considérer que la connaissance, et donc la connaissance scientifique, ne peut avoir lieu sans un rapport entre l'esprit, par le moyen de connaissances a priori, et le monde de l'expérience, là où Descartes pensait que l'on accédait à la connaissance des vérités premières, justement en s'extrayant du monde de l'expérience par le moyen de la méditation métaphysique et du doute radical. Ce que Kant apporte aussi, c'est l'idée que nous ne pouvons connaître que ce qui est susceptible d'apparaître, et nous ne connaissons d'eux que ce que nos catégories de l'esprit nous permettent de connaître.
Une question se pose. Kant, en tirant toutes les conséquences philosophiques de la révolution copernicienne, n'opère-t-il pas une véritable conceptualisation philosophique de la méthode hypothético-déductive ? Rappelons-le, la méthode hypothético-déductive, c'est cette méthode qui consiste à émettre une hypothèse, puis à déduire de cette hypothèse certaines prédictions, que l'on soumet ensuite à un test, soit par l'observation, soit par une expérience scientifique, et enfin à accepter ou réfuter l'hypothèse en fonction des résultats du test. C'est donc une méthode dans laquelle le scientifique propose une hypothèse selon des connaissances a priori et ne peut pas la valider tant qu'il n'y a pas eu la confrontation à un test par l'expérience. Tout cela nous permet de dire que ce que propose Kant, c'est une forme de méthode hypothético-déductive. Mais le débat autour de la méthode scientifique ne s'arrête pas à Kant. Parce qu'en réalité, la méthode hypothético-déductive telle qu'elle est conçue aujourd'hui contient une différence fondamentale avec la façon dont Kant la concevait. En fait, chez Kant, nous avions vu qu'étant donné que les catégories de l'entendement étaient universelles et nécessaires, nous pouvions, par le biais de la schématisation, les formuler en principe de la connaissance universelle et nécessaire eux aussi. Par exemple, le tout phénomène a une cause déduit de la catégorie de causalité. De cette façon, Kant sauve tout de même l'existence d'une vérité absolue sur laquelle on peut fonder la science. Simplement, cette vérité absolue n'est pas dans l'objet, elle est dans les connaissances a priori du sujet qui se formulent dans des principes universels et nécessaires. Sauf qu'aujourd'hui, le monde de l'épistémologie n'en est plus vraiment à penser que la méthode scientifique peut se penser sur la base de principes nécessaires et définitifs. Aujourd'hui, la méthode hypothético-déductive, c'est l'idée que la méthode scientifique n'est fondée sur aucune connaissance définitive, aucune vérité immuable. Appliquer la méthode hypothético-déductive, c'est considérer que nous n'avons ni pouvoir d'intuition, ni connaissance a priori qui nous permettent de trouver des premiers principes définitifs, et que tout ce que nous avons, c'est un esprit capable de formuler des hypothèses, et un monde qui nous permet de confronter nos hypothèses à lui, sans pour autant nous garantir aucune vérité définitive. Si les prédictions d'une hypothèse sont contredites par l'expérience, alors l'hypothèse est réfutée. Au contraire, si l'expérience valide les prédictions d'une hypothèse, alors cette dernière est corroborée, mais seulement jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à preuve qu'un nouveau test vienne tester la théorie. Nous avions vu que toute méthode scientifique est influencée par une vision de la science et de la connaissance. Eh bien, nous pouvons dire que la méthode hypothético-déductive aujourd'hui, c'est le règne du provisoire et de l'humilité dans les sciences. Comment en est-on arrivé à ce changement par rapport à la vision de Kant ? Pour le comprendre, il faudra, comme nous le faisons depuis le début de cette vidéo, se tourner vers le débat philosophique et épistémologique après le XVIIIe siècle. Mais pour commencer, faisons un peu d'histoire de la méthode hypothético-déductive, parce qu'en réalité, cette méthode se développait dans le monde scientifique plusieurs siècles déjà avant la révolution copernicienne. Certains considèrent même qu'elle est née dès le XIe siècle du côté d'Alexandrie, avec le mathématicien Alhazen, qui est le premier homme dont on sait qu'il a utilisé une méthode systématique basée sur la réfutation d'hypothèses par des expériences. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode expérimentale ou hypothético-déductive, et c'est ce qui lui a valu le surnom par certains de père de la méthode hypothético-déductive. Mais en réalité, la méthode d'Alhazen devra attendre le XVIIe siècle et la révolution copernicienne pour véritablement s'exporter en Europe, grâce aux conséquences des travaux de traduction et de diffusion de quelques penseurs européens. Pour bien comprendre comment fonctionne la méthode hypothético-déductive, prenons un exemple, celui de la découverte de Neptune en 1846. Dans un premier temps, l'astronome français Alexis Bouvard a utilisé la théorie de la mécanique newtonienne pour faire des prédictions sur les mouvements futurs de la planète Uranus. Or, les observations qu'il effectua ensuite, c'est-à-dire en d'autres termes le test de l'hypothèse de la théorie de Newton, lui montrèrent qu'Uranus ne se conduisait pas comme son hypothèse le laissait présager. Alors, la théorie de Newton est mise à mal et le cycle de la méthode hypothético-déductive recommence. Alexis Bouvard proposa l'hypothèse que la théorie de Newton restait juste, mais qu'on avait oublié d'y inclure une autre planète encore inconnue qui ferait dévier Uranus. C'est un autre scientifique, Urbain Le Verrier, qui fit les calculs selon la théorie de Newton et en déduisit une prédiction sur la position de cette planète inconnue. Enfin, deux autres scientifiques réalisèrent le test de l'hypothèse en dirigeant un télescope vers l'endroit exact où devait se trouver la planète selon les calculs de Le Verrier. Et ce fut une réussite, puisque l'on découvrit ainsi une nouvelle planète qui perturbait le mouvement d'Uranus, confirmant l'hypothèse de départ soumise par Alexis Bouvard. La théorie de Newton a ainsi pu être sauvée, mais dans le même temps, la science a progressé puisqu'une nouvelle planète, à laquelle on donna le nom de Neptune, a été découverte. La découverte de Neptune, c'est donc à la fois un exemple de la façon dont une théorie doit être constamment soumise à l'épreuve des tests, mais aussi de la façon dont la méthode hypothético-déductive contribue au progrès de la science. En fait, la science devient un débat entre l'esprit humain et le monde, débat aussi entre différentes théories de scientifiques, entre lesquelles les phénomènes tranchent, même s'ils ne tranchent jamais définitivement. Avec cette nouvelle vision de la science, la méthode ne doit plus servir à assurer à terme la connaissance certaine de tout ce que nous sommes capables de connaître en se fondant sur des principes définitifs.
Nous savons que notre connaissance scientifique ne peut pas être définitive, alors le but de la méthode va simplement être de toujours permettre à la science de progresser, en cherchant toujours à soumettre à l'épreuve du test les théories en vigueur pour en trouver de plus abouties. Cette conception de la méthode hypothético-déductive a été théorisée au XXe siècle par le philosophe et épistémologue autrichien Karl Popper dans ses ouvrages titrés La logique de la découverte scientifique et la connaissance objective. Le grand défi de Popper, c'est en quelque sorte de reprendre la philosophie de la science là où elle s'était arrêtée avec Kant et de proposer une philosophie de la méthode scientifique qui ne soit pas fondée sur des principes. En réalité, nous l'avons vu, dans l'histoire, la science n'a jamais attendu la philosophie pour mettre à jour ses méthodes et trouver de nouveaux moyens de faire avancer le progrès scientifique. Mais la philosophie des sciences, ce n'est pas la science, et en l'occurrence, l'histoire philosophique a très longtemps été accrochée à l'idée de fonder la méthode scientifique sur des principes universels et nécessaires, avec des façons différentes de trouver ces principes. En fait, cela vient d'un grand présupposé dans la tradition philosophique qui considère qu'une connaissance ne peut être scientifique que si elle est démontrée, à partir donc de principes a priori, ou si elle est vérifiée par l'expérience a posteriori. Or, Karl Popper rejette ces deux façons de déterminer la validité d'une théorie scientifique, car selon lui, il n'y a pas de principe universel et nécessaire, et l'expérience ne peut valider éternellement une théorie, car comme nous l'avions vu avec le problème de l'induction, nous ne sommes jamais à l'abri d'une nouvelle expérience venant contredire la première. Sauf que le problème auquel se trouve confronté Popper, c'est qu'en rejetant ces deux idées, il se trouve face à un problème. Comment distinguer une connaissance scientifique d'autres types de propositions ? Pour y répondre, Popper va observer ce que font les scientifiques qui utilisent la méthode hypothético-déductive et va essayer de le transposer philosophiquement comme avait cherché à le faire Kant. Et Popper observe une caractéristique fondamentale de la méthode hypothético-déductive, elle n'accepte que les hypothèses qui peuvent être testées par l'expérience et surtout qui peuvent être démenties par l'expérience. Par exemple, si, en dirigeant leur télescope à l'endroit exact déterminé par les calculs de Leverrier, les scientifiques n'avaient rien trouvé, alors la théorie de la mécanique de Newton aurait pu être réfutée. Le propre de la méthode hypothético-déductive, c'est de prendre un risque, celui de proposer une hypothèse qui sera démentie par l'expérience. Cette caractéristique, Karl Popper va l'appeler le critère de falsifiabilité. C'est le fait qu'une théorie n'est considérée comme scientifique que si elle contient en elle-même les conditions qui permettent de la tester et de la réfuter par l'expérience. Et en réalité, selon Popper, aucun test réussi ne valide définitivement une théorie, donc toute théorie est provisoire. D'ailleurs, le critère de falsifiabilité est justement ce qui permet à la science de progresser, car il nous contraint toujours à élaborer des théories plus puissantes. Pour prendre un exemple d'une discipline qui ne respecte pas le critère de la falsifiabilité et qui donc ne peut pas être considérée comme une discipline scientifique, Popper prend l'exemple de la psychanalyse. Si l'expérience avec un patient dément la théorie, le psychanalyste peut prétexter la résistance du patient pour sauver la théorie. Mais dans ce cas, on n'est pas dans une méthode scientifique et il ne peut pas y avoir de progrès. Avec Popper, toute la valeur de la science est fondée autour de la méthode hypothético-déductive donc, puisque c'est elle que Popper a conceptualisée avec le critère de la falsifiabilité. La valeur d'une théorie se trouve en elle-même, dans sa capacité à être testée. En quelque sorte, une fois le chemin de la méthode hypothético-déductive enclenché, il se suffit à lui-même et la subjectivité du scientifique individuel n'a plus d'importance, au contraire des philosophies de Descartes et Kant dans lesquelles la certitude du sujet, fondée sur son intuition ou sur ses connaissances a priori, était ce qui faisait avancer la connaissance. Preuve en est, selon Popper, la méthode scientifique ne laisse pas de place à la croyance individuelle. Peu importe que Alexis Bouvard ait cru ou pas en la théorie de Newton quand il a proposé son hypothèse sur l'existence d'une nouvelle planète, dans les deux cas, il travaille de la même façon, en soumettant ses hypothèses à l'épreuve de l'expérience qui viendra les réfuter ou les corroborer. De toute façon, Popper explique que les théories scientifiques ont une existence indépendante, puisque même quand il n'y a pas un sujet qui les pense, elles sont inscrites dans les livres, dans les bibliothèques, etc. En d'autres termes, si toute la connaissance subjective humaine était effacée mais que les bibliothèques perduraient, alors le progrès scientifique pourrait reprendre sans aucun mal sa marche en avant. Cette façon de minimiser le rôle de la subjectivité individuelle du scientifique dans le progrès scientifique, face à l'autosuffisance de la méthode, c'est ce que Popper appelle la connaissance objective ou encore une épistémologie sans sujet connaissant. Chronologiquement, Karl Popper est presque l'un de nos contemporains, et au vu de l'utilisation de la méthode hypothético-déductive qui est encore majoritairement utilisée dans la communauté scientifique aujourd'hui, nous pourrions être amenés à penser que Popper clôt le débat philosophique autour de la méthode scientifique. Évidemment, ce serait faire une erreur. Le débat autour de la question de savoir quelle est la méthode scientifique la plus propice au progrès scientifique fait toujours débat. Peu après Popper arrivera même la proposition à contre-courant d'un philosophe qui remet en cause la nature même du débat sur la meilleure méthode scientifique. Ce philosophe, c'est Paul Feyerabend, et dans son ouvrage Contre la méthode, il avancera l'idée que la science progresse plus vite là où on ne lui impose pas une méthode. Feyerabend relancera donc un débat historique en le déplaçant sur une question à laquelle on ne prenait plus vraiment la peine de répondre depuis plusieurs siècles. La méthode scientifique est-elle vraiment ce qui fait progresser la science ?
Le travail de Feyerabend et son engagement contre la philosophie de Karl Popper, nous la découvrirons dans la prochaine vidéo, qui sera le deuxième et dernier épisode de ce couple de vidéos consacré au débat philosophique et épistémologique autour de la méthode scientifique. D'ici là, je vous invite à approfondir la réflexion en allant consulter les sources qui m'ont permis de préparer cette vidéo, que je vous mets en description. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour continuer la réflexion sur le problème de la méthode scientifique.